Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité à Armor TV et à ce magazine économique. Pour le 4e numéro de ces Oscars, nous allons vous faire découvrir une nouvelle facette de l'activité costarmoricaine. Vous saviez déjà que ce département se caractérisait par un équilibre entre la terre et la mer. Et bien cette fois-ci, nous allons vous inviter à aller à la rencontre d'entreprises et d'industriels qui ont choisi la voie des airs. Le secteur de l'aéronautique sera en effet le thème central de cette émission, enregistrée dans les locaux de l'IUT de Saint-Brieuc. Et sans plus attendre, je vais d'ailleurs rejoindre Jacques Berthoud, le directeur de cet établissement universitaire. Jacques Berthoud, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir, puisque vous êtes le directeur de cet établissement. Alors, on va d'abord rappeler quelques chiffres. C'est un peu plus de 650 étudiants qui sont accueillis ici dans vos locaux ? Tout à fait. L'IUT de Saint-Brieuc accueille 650 étudiants, donc dans 3 départements de formation. Il y a un département tertiaire qui est technique de commercialisation, donc c'est un gros département de formation en volume puisqu'il représente plus de 50% de l'effectif. Un département génie biologique, donc tout ce qui tourne autour de la sécurité alimentaire, la qualité dans les usines agroalimentaires, et puis évidemment le département sciences et génie des matériaux qui nous accueille aujourd'hui dans la halle technologique, dans la halle composite. Dont on reparlera dans quelques instants avec Loïc Gigou, puisque c'est lui qui dirige ce département. Quels sont les diplômes auxquels vous préparez ? En fait, il y a 2 grandes familles de diplômes, puisque dans les 3 départements, les étudiants, la plupart des étudiants vont préparer un DUT, donc un diplôme universitaire de technologie, qui correspond à un niveau licence 2. Et puis nous avons des étudiants en L3, donc licence 3, chez nous les licences professionnelles. Alors ces étudiants ont une particularité, c'est qu'ils ont tous une double vie, je dirais. Ils sont alternants, ils sont une semaine en général à l'IUT et puis 3 semaines en entreprise, donc au format de contrat de professionnalisation. Certains sont apprentis et puis enfin certains autres sont en formation continue, c'est-à-dire que ce sont des salariés d'entreprise qui viennent se former au plastique évidemment, dans cette halle, au composite, mais pas seulement. Ça peut être également à la sécurité alimentaire, comme on le disait tout à l'heure, au métier de la banque, puisque nous avons des intervenants à venir de la banque, au métier de l'assurance, au métier du commerce, donc dans différents domaines en fait, mais très vraisemblablement, on a aujourd'hui des étudiants qui préparent une licence d'une façon ou d'une autre. Alors, il y a ceux qui préparent une licence et puis il y a ceux qui peuvent ou qui veulent poursuivre leur cursus universitaire. Complètement. Donc c'est une première étape ici pour eux. Voilà, l'IUT aujourd'hui prépare des étudiants au niveau L2, au niveau DUT en fait, mais la quasi-totalité des étudiants continuent leurs études, donc environ un tiers en licence professionnelle, à l'IUT de Saint-Brieuc bien sûr, mais pas seulement. Et puis les autres continuent. Alors continuent où ? Eh bien, dans les départements secondaires, ce sont essentiellement en école d'ingénieurs, en biologie, école d'ingénieurs en matériaux, l'INSA par exemple, et les étudiants du département technique de commercialisation continuent, eux, très essentiellement en école de commerce, mais également sur des masters à l'université ou dans les IAE, les instituts d'administration des entreprises, exemple à Rennes par exemple, l'IGR. Alors, Jacques Berthoud, vous le savez, ce qui intéresse les étudiants, les étudiantes et leurs parents, c'est bien évidemment l'insertion professionnelle. Préparer un diplôme, c'est important. Encore faut-il que ce diplôme ait une valeur sur le marché du travail. Vous avez des chiffres très encourageants dans ce domaine, en ce qui vous concerne. Effectivement, alors les IUT fêteront l'année prochaine leur cinquantenaire. Donc les IUT ont été créés il y a bientôt 50 ans, avec une marque, je dirais, une marque IUT, puisque ce cycle n'a pas changé depuis 50 ans. Et c'est vrai qu'il donne confiance aux entreprises, il donne confiance aux parents, puisque nos étudiants que nous suivons lorsqu'ils ont quitté l'IUT nous rapportent des chiffres d'insertion très, très encourageants. À 3 ans après leur DUT, 90-95% de ces étudiants sont en entreprise, ont trouvé un emploi en entreprise, très souvent en Bretagne, et bien sûr, quelquefois plus loin, en région parisienne évidemment.
par exemple. Comment intègre-t-on l'IUT? Ça se passe sur dossier, c'est ça? Tout à fait. Donc les étudiants sont recrutés après le bac pour les DUT première année sur dossier. Et puis très souvent sur 2 départements sur 3 après entretien en fait. Donc on cherche effectivement des gens, des élèves qui ont un niveau très convenable. Mais je voudrais dire aussi que ce n'est pas si difficile de rentrer à l'IUT puisque sur les 8 IUT de Bretagne, tous les étudiants, quasiment tous les étudiants qui veulent rentrer dans un IUT peuvent le faire. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, Jacques Berthoud, c'est qu'il y a sans doute beaucoup de sollicitations pour votre établissement, pour au moins de bonnes raisons, la qualité de vos formations, et puis le cadre. Absolument. Vous bénéficiez quand même d'un environnement tout à fait favorable. Bien, Saint-Brieuc est une ville très agréable déjà, en bord de mer. Il fait toujours très beau, on le sait bien. Et donc notre IUT est intéressant parce que c'est vrai qu'il permet aux étudiants d'avoir des conditions de travail, des salles dédiées comme celle-ci, des labos de langue, des salles pour les associations, puisque on a de nombreuses associations. Les étudiants d'IUT ont à mener à bien des projets d'étudiants. Donc c'est vrai qu'à l'IUT, à Saint-Brieuc, ils trouvent un terrain très intéressant pour étudier. Encore une fois, sur un site proche de la mer, dans une ville où l'immobilier est peu cher. Donc c'est vrai que par rapport... À taille humaine. À taille humaine, bien sûr, mais par rapport au coût des études à Rennes, à Nantes, évidemment à Paris, étudier à Saint-Brieuc, c'est une vraie chance de réussite. Merci Jacques Berthoud pour ces premiers éléments, puis merci encore pour votre accueil. Alors, on va maintenant rejoindre 2 nouveaux invités pour la suite de cette émission. Loïc Gégou, que vous connaissez bien pour cause, puisqu'il dirige le département Sciences et Génie des matériaux, et Jérôme Guyard, qui va intervenir au nom de l'association des Oscars. Allez, comme convenu, on se retrouve donc pour la suite de cette émission en compagnie de nos deux nouveaux invités, Jérôme Guyard et Loïc Gégou. Alors, Jérôme Guyard, on va rappeler d'abord le principe de cette émission avec de nombreux partenaires qui ont décidé de collaborer pour montrer le dynamisme de l'économie des Côtes-d'Armor. C'est ça le principe des Oscars ? C'est tout à fait ça. C'est à l'origine en fait aux 5 partenaires, le Conseil départemental, Côtes-d'Armor Développement, le Crédit Agricole, la CCI et les experts comptables, auxquels sont venus se rejoindre en fait RDF et BCI, qui ont eu la volonté de mettre en avant les chefs d'entreprise, les entreprises, de porter les pépites et de les faire connaître en fait aux Côtes-d'Armor, mais aussi en dehors des Côtes-d'Armor. C'est ça la philosophie d'origine en fait donc des Oscars. On arrive quasiment au milieu de cette année 2015. Qu'est-ce qu'il faut retenir là, de ces 5 premiers mois ? Alors sur les 5 premiers mois, il n'y a pas encore beaucoup de données chiffrées. Ce que je voulais vous livrer, c'est quelques indicateurs économiques à fin mars, et puis 2 indicateurs bancaires pour donner un petit peu le pouls de l'économie costarmoricaine. En termes d'indicateurs économiques, on a une évolution du chômage qui malheureusement est un petit peu supérieure à celle de la moyenne bretonne, donc qui traduit à nouveau une dégradation de l'emploi par rapport à la fin 2014. Un élément positif dans le paysage, c'est la création d'entreprises. Un petit peu moins d'auto-entrepreneurs, mais plus de création d'entreprises ou de reprises. Ça, c'est un véritable signe extrêmement encourageant. Et puis, autre élément moins favorable, celui du bâtiment, où on constate encore un décrochage sur les mises en chantier au niveau des Côtes-d'Armor par rapport au reste de la Bretagne. Donc voilà 2 ou 3 indicateurs économiques. Et puis, le Crédit Agricole est partenaire donc des Oscars. Sur le plan bancaire, avec des chiffres qui sont ceux de la place bancaire dans les Côtes-d'Armor, vous dire que finalement, il n'y a pas de problème de liquidité pour financer les projets, parce que l'épargne des Costarmoricains évolue à plus de 2,5%. C'est un chiffre relativement significatif. Et les crédits sont en évolution positive de l'ordre de 0,5%. Les masses, quelques chiffres. Les masses, c'est un peu plus de 13 milliards de collectes pour 13 milliards d'encours de crédit pour l'ensemble des banques dans le département. Vous dire en synthèse un petit peu ce qui peut être les éléments qui tirent l'économie aujourd'hui. J'ai dit que le bâtiment est en situation un peu fragile. Il y a des signes positifs sur le financement de l'habitat, tout ce qui touche au financement de la transaction immobilière, alors de l'ancien. Et puis on voit poindre quelques signes positifs sur le financement des résidences du neuf. Bon, ça c'est pour ce qui s'est passé au début de cette année. Est-ce qu'à moyen ou long terme, il y a quelques indicateurs qui peuvent nous inciter à l'optimisme ?
Alors il y a 3 indicateurs, 3 éléments de fond qui devraient, à la fois pour le plan national et pour les Côtes d'Armor, apporter des éléments positifs dans le paysage et faire en sorte que la croissance soit plus dynamique. Le premier d'entre eux, c'est celui des taux, les taux de crédit, puisqu'ils n'ont jamais été aussi bas. Donc c'est un élément, Donc je c'est le dirais, moment. c'est le moment, voilà, c'est le moment d'investir. Les taux sont historiquement très très bas, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est celui de la devise. Alors pour les entreprises qui exportent, le cours de l'euro est extrêmement favorable pour aller sur les marchés internationaux. Et puis, dernier élément, celui de l'énergie. Le prix de l'énergie est aussi extrêmement favorable, donc il devrait être un facteur de compétitivité pour un certain nombre d'entreprises costarmoricaines. Bon, et puis il y a ces secteurs dont on parle beaucoup, secteurs d'activité, il y a notamment l'aéronautique. Ça fait partie de ceux sur lesquels l'économie costarmoricaine va pouvoir s'appuyer pour continuer à se développer. Bien sûr, l'aéronautique, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir plus précisément, mais on va découvrir effectivement des choses assez étonnantes. C'est un secteur d'excellence où il y a nécessité en fait à la fois d'avoir de la recherche, de la formation, et puis des entreprises qui se développent. On a eu l'occasion lors des Oscars en 2013 de reconnaître une belle entreprise costarmoricaine. C'est un élément important dans le paysage des Côtes d'Armor d'avoir des secteurs d'activité qui investissent. Je voudrais juste à ce niveau-là dire qu'il y a d'autres éléments fondamentaux dans l'économie costarmoricaine pour porter son développement. Les Côtes d'Armor, c'est un territoire qui attire. La population augmente chaque année. Il faut le dire, c'est 4 à 5 000 nouveaux habitants tous les ans. Donc voilà, c'est un potentiel. C'est un signe encourageant. C'est un signe encourageant pour la consommation, mais aussi pour les entreprises qui ont besoin de recruter ou pour les organismes de formation. Il y a le plan énergétique breton. Il y a au large des Côtes d'Armor, Saint-Brieuc, le parc éolien. Et puis un certain nombre d'autres projets qui vont tirer. La ligne grande vitesse, qui est aussi un élément majeur dans le paysage. Et puis les investissements dans tout ce qui est le haut débit. Tout ça, ce sont des éléments fondamentaux qui doivent permettre en fait aux Côtes d'Armor de tirer leur épingle du jeu. Merci. On va passer la parole à Loïc Gégou. Vous parliez de compétences. Il faut former des jeunes garçons et des jeunes filles justement pour accompagner ce dynamisme économique. Alors vous êtes le responsable de ce secteur sciences et génie des matériaux. Alors on fait un peu de pédagogie. Derrière ce sigle, qu'est-ce qu'il y a ? Alors derrière ce sigle, il y a déjà un DUT, donc sciences et génie des matériaux. On va former 50 étudiants en première année, 50 en deuxième année, à l'ingénierie autour des matériaux. Donc on est capable en recherche et développement d'élaborer des nouveaux matériaux, de savoir choisir des matériaux pour les applications, ensuite savoir concevoir des produits, donc conception assistée par ordinateur, simulation numérique, calcul, et ensuite les mettre en production, donc si gérer des procédés, des suivis de procédés et l'expertise du contrôle derrière. Donc on intervient à toute étape des métiers de l'industrie, de l'élaboration d'un produit. Et puis nous, derrière, on fait les supports de sciences et les cours de sciences de l'ingénieur qui permettent de former ces gens-là. De les former en étant très pratique, hein. Ça fait partie de votre philosophie, ça. Vous souhaitez qu'il y ait bien évidemment toute cette théorie que vous expliquez à ces jeunes garçons et ces jeunes filles, mais vous êtes dans le concret également. Presque la moitié des heures de cours sont des TP. Donc des travaux pratiques faits avec des groupes d'étudiants de 12-13 étudiants sur des machines. On essaie d'avoir des moyens qui correspondent aux besoins industriels, donc à la pointe de la technologie actuelle, et en renouvellement permanent d'ailleurs. Et le reste des cours sont des travaux dirigés. Donc en petits groupes sur de l'application aussi, en plus en classe pour le coup. Et uniquement 20% des cours en amphithéâtre sur la partie où on expose plus les sciences et techniques de manière un peu plus théorique, mais tout de même toujours sur l'exemple. Voilà, donc c'est notre pédagogie. C'est vraiment être déjà très proche du terrain dans la pédagogie, quoi. Et se rapprocher le plus possible des réalités de l'entreprise. Exactement. Il y a un élément très important, c'est que sur les matériaux composites, et Dieu sait qu'on va en parler de ces matériaux composites quand on va parler d'aéronautique, vous êtes en pointe. Effectivement, dans le paysage breton, les matériaux composites sont étudiés principalement dans 3 endroits. Brest, Lorient et Saint-Brieuc. On a d'abord créé des formations sans forcément travailler ensemble. Et puis on a également connu nos partenaires. Sur Saint-Brieuc, on est très identifié sur l'expertise matériaux et l'industrialisation, donc sur vraiment la mise en production des pièces.
Et puis, on bosse main dans la main finalement avec les autres centres de formation aussi, qui ont leurs spécificités, donc on essaye d'être complémentaires. On a créé un label qui s'appelle Composite Bretagne, d'ailleurs, autour de cet aspect formation et R&D, recherche et développement, puisqu'on a également, au département Sciences et Génie des matériaux, une plateforme technique qui fait de la recherche, du développement, de la prestation pour les entreprises. Bon, vous êtes modeste, mais vous n'osez pas le dire, donc je vais le faire à votre place. Il y a une vraie reconnaissance de ce que vous faites ici, à Saint-Brieuc, au plan national, mais même au plan international. Alors c'est vrai que nos activités, déjà nos étudiants, quand ils sont en stage, bougent à l'international. On a la moitié de nos étudiants qui partent à l'étranger en stage en deuxième année. Alors ça peut être du composite en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Brésil. Ah, c'est vraiment l'étranger. Ah, c'est vraiment l'étranger. On envoie 5 à 7 personnes au Japon tous les ans, dans les grandes entreprises comme Toyota. Donc c'est vrai que ça, c'est une spécificité de l'IUT de Saint-Brieuc déjà. Et au départ, dans l'IUT de Saint-Brieuc, même du département Sciences et Génie des matériaux, même si bien sûr les deux autres départements de l'IUT ont suivi et font également des stages à l'international depuis. Donc c'est un point fort. On a également, dans les contacts industriels, des contacts à l'échelle internationale. Bon, bien sûr, essentiellement national, mais à travers le laboratoire de recherche qui est hébergé à l'IUT, on a des mobilités, des échanges aussi en termes de recherche à l'international. Oui, petite unité, mais très dynamique, ce serait ça la bonne définition ? C'est un peu ça. C'est, disons que dans le paysage breton, finalement, on est petit, mais on est bien identifié et on compte. On pourrait parler presque de paradoxe, parce que cette reconnaissance à l'échelle nationale et internationale pour finalement une petite ville de Saint-Brieuc, une petite IUT de province, est assez étonnant. J'aime bien faire le parallèle avec l'équipe d'En Avant de Guingamp en Ligue 1, en fait. On est un peu ça. C'est un beau parallèle. On est un peu ça dans le monde universitaire actuellement, quoi. Bon, dernier point, Loïc Gégou, vous nous parliez de vos étudiants là, qui partent en Nouvelle-Zélande, qui partent au Japon pour suivre des stages. Est-ce que ça veut dire que des étudiants formés ici à Saint-Brieuc, on les retrouve, ou on les retrouvera dans quelques années dans ces mêmes entreprises un peu partout dans le monde ? Oui, c'est le cas. Ils sont une génération peut-être plus prête que la nôtre à en plus commencer leur carrière à l'étranger. Et on retrouve effectivement des anciens étudiants qui travaillent dans le domaine des composites, sport et loisirs en Thaïlande, dans le domaine du nautisme ou de l'aéronautique en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Voilà, on retrouve des anciens étudiants un peu partout, après avoir fait une licence professionnelle chez nous ou après avoir fait une école d'ingénieur ou un master dans le domaine des matériaux. On en retrouve, voilà, c'est vrai, disséminés un peu partout dans le monde, mais essentiellement les étudiants français essayent de trouver des entreprises quand même en France. Hein, la majorité reste en France. Le fait quand même de retrouver vos étudiants là un peu partout dans le monde, dans les plus grandes entreprises françaises, vous avez cité des entreprises comme Toyota, hein, c'est des très très grands noms de l'industrie, c'est la meilleure reconnaissance que vous pouvez avoir ? Je pense que la spécificité d'un IUT, c'est quand même d'être très proche aussi des petites entreprises. Donc bien entendu, on en retrouve des cadres dans des grandes entreprises, mais je voudrais quand même souligner qu'on retrouve beaucoup de nos étudiants dans des TPE et dans des PME, et qui fleurissent un peu partout sur le territoire. Et ça, c'est important pour l'économie aussi d'un département, mais il y a cette notion de proximité. Oui, oui. Et c'est vrai que nos étudiants, finalement, formés par exemple au niveau licence professionnelle, peuvent faire des ingénieurs maison, des techniciens supérieurs qui sont capables d'être en bureau d'études, en même temps sur le terrain, de répondre aux demandes du client, d'établir les cahiers des charges jusqu'à la livraison de la pièce. C'est un peu la personne qui sait un peu tout faire dans l'entreprise, qui est le bras droit du patron. Et ça, dans les TPE et les PME, c'est très riche. Et on en voit vraiment beaucoup. Donc, c'est pas uniquement dans des grands groupes. Merci en tout cas pour ces éléments. Nous allons nous retrouver, si vous le voulez bien, avec 3 nouveaux intervenants pour évoquer le thème central de cette émission, puisque nous allons maintenant parler d'aéronautique. Allez, comme convenu, on va maintenant poursuivre cette émission avec 3 nouveaux intervenants pour parler du thème central de cette émission. Et ce thème central, c'est l'aéronautique avec 3 responsables d'entreprise. D'abord, Nathalie Barra, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour. Vous êtes gérante de NHE Aero Trading. C'est une activité très particulière que vous allez nous présenter dans quelques instants. J'ai également le plaisir d'accueillir Robert Glémaud. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour. Vous êtes PDG de Prolan. Et puis je termine ce tour de table, si je puis dire, en compagnie d'Arnaud Chevillot. Vous êtes le directeur commercial d'ECA Pharos. Alors, Nathalie Barra, NHE Aero Trading, qu'est-ce que c'est ? Alors, NHE est une centrale d'achat aéronautique. En fait, nous sommes une petite équipe qui approvisionne les besoins en aéronautique sur l'aviation militaire, 80% quand même. Et voilà, on approvisionne du joint, un moteur, un train, un siège.
Ça veut dire très concrètement que ce qui n'est pas mon cas, mais si je suis possesseur d'un hélicoptère, je peux venir vous voir pour vous acheter une pièce de rechange. C'est comme ça que ça se passe? Tout à fait. Bon, comment avez-vous créé cette société? Parce que c'est assez étonnant comme activité. Comment ça s'est passé? En fait, il y a 6 ans à peu près, j'ai donc été alors victime ou chanceuse, ça dépend, d'un licenciement économique. Et j'étais déjà dans l'aéronautique. Je m'occupais essentiellement des appros. Et il m'est venu l'idée des approvisionnements. Pardon. On jargonne tous, hein. Vous êtes pardonnés. Et donc, il y avait un réel besoin. Et donc, j'ai essayé de répondre à un besoin en créant NHE, il y a 6 ans. Aujourd'hui, on travaille pour des grands groupes, des grandes institutions comme notre armée, des propriétaires privés un petit peu, des compagnies aériennes. Donc on fournit des équipements aéronautiques, mais vraiment, vraiment variés. Hein, ça peut être un besoin, ce qu'on appelle en visserie, un moteur, au niveau des hélicos, un rotor, ou ça peut être un train d'atterrissage. Oui, parce qu'il y a une règle bien particulière dans le monde de l'aviation, c'est que même si l'appareil n'est plus construit, il doit pouvoir rester en fonctionnement 5, 10, 15, 20 ans, c'est ça? Alors normalement, tant qu'un appareil vole, il doit être suivi par les fabricants. Mais évidemment, on va dire qu'un avion vieillissant, des entreprises ferment, des fabricants disparaissent ou ne souhaitent pas reprendre. Et du coup, le rôle d'NHE, c'est de trouver tous les stocks disponibles sur la planète ou de faire refabriquer avec les plans d'origine. Tout ça, évidemment, avec la veille des autorités compétentes. Oui, parce que bien évidemment, toutes ces pièces sont certifiées. Qu'est-ce qui fait votre force? C'est votre réseau, votre carnet d'adresses, c'est ça? Alors, c'est le carnet d'adresses, c'est surtout la gestion et le traitement des obsolescences, puisque nous sommes spécialisés en aéronefs, avions et hélicos, donc qui ne sont plus fabriqués, qui sont très difficiles en appro. Alors, on fait plus une gestion et un traitement des obsolescences qui nous amène à trouver des solutions pour nos clients. Donc, on répond à leurs besoins en veillant à leurs obsolescences, en fait. À faire en sorte que ces appareils puissent continuer à fonctionner. Il y a quelques avions prestigieux que vous entretenez. J'ai cru comprendre que l'avion présidentiel de Côte d'Ivoire, quand il avait besoin d'une pièce de rechange chez NHE Aérotrading, qu'il frappait. Tout à fait. Alors, on est souvent amené à intervenir sur cet avion parce que on est une petite équipe, on est très réactif, on connaît bien l'appareil. Et on s'est un petit peu déclenché ce qu'on appelle chez nous un AOG, ça veut dire un avion au sol. Et là, on met tout ce qu'on peut, en tout cas tout notre savoir-faire pour déplanter cet avion qui est souvent des fois à Orly, à Roissy, un petit peu partout dans le monde. Donc on intervient. Vous intervenez. Bah, écoutez, on va vous retrouver tout à l'heure parce qu'il y a d'autres éléments. Votre regard, Robert Glémaud, sur cette entreprise, parce que vous intervenez effectivement en tant que PDG de Prolane, mais vous êtes également responsable d'un cluster, hein, c'est-à-dire un regroupement d'entreprises. C'est assez étonnant comme activité et c'est surtout cette réactivité qui peut paraître surprenante, mais qui est une des forces de cette entreprise. Oui, alors quand vous m'interrogez, là c'est en cas de ma position de président du cluster Eden breton qui rassemble 25 entreprises bretonnes travaillant dans le domaine de la défense. On avait créé ce cluster il y a 5-6 ans à peu près, parce qu'à la suite d'un audit des compétences aéronautiques et défense en Bretagne, on avait été étonnés justement de trouver des pépites comme celle-ci en Bretagne, de tas de petites entreprises, d'entreprises de taille moyenne, qui travaillent dans des domaines extrêmement pointus et très très variés pour les domaines de défense. Oui, donc je trouve que c'est une belle activité et je ne la connaissais pas en fait. Donc, on habite l'un et l'autre d'un côté et l'autre du département, mais on ne se connaissait pas. Et je pense qu'on va réussir à travailler ensemble dans le cadre du cluster Eden. Je n'en doute absolument pas. Alors, comment vous expliquez ce terreau fertile là qu'il y a en Côte d'Armor et en Bretagne dans le secteur de l'aviation? En présentant cette émission, j'ai dit que les Côtes d'Armor, c'était une terre d'équilibre entre la mer d'un côté et la terre, mais il y avait aussi la voie des airs. Il y a beaucoup d'entreprises dans ce secteur d'activité. Oui, il y a beaucoup d'entreprises dans le secteur industriel en général en Bretagne. C'est assez peu connu, je trouve, parce que justement, on a une image de la Bretagne à travers ses performances maritimes ou ses performances agricoles, si on veut. On a une industrie agroalimentaire qui est très très performante, qui est performante, qui exporte. Mais on a un tissu industriel qui représente pratiquement autant d'emplois que le tissu agroalimentaire. Ça, c'est assez peu connu. Ça vient principalement des grands comptes de l'aéro et de la défense, parce qu'on va un peu jouxter en termes de technologie et de compétences les aérodéfenses, qui ont tout ce qui vole, donc les Thales qui sont basés à Brest ou qui sont basés à Rennes,
les DCN, des choses comme ça, ont créé un bassin de sous-traitants. Et vous êtes retrouvé avec beaucoup de PME sous-traitantes qui ont développé des compétences dans ces domaines-là et qui, après, sont sorties un peu de la Bretagne et ont été, pour certaines, faire de l'export, comme la mienne en tout cas. Mais la plupart des entreprises naissent de sous-traitantes installées par ces grands comptes. Oui. Bon, alors ça, c'est votre rôle de président de ce cluster. Je vais vous demander de reprendre l'autre casquette, la PDG de Prolan. Alors Prolan, quelle est votre activité ? Donc Prolan, on est 45 personnes, entreprise à 40 ans, et on est basé à côté de Lannion. On travaille pour les domaines aérodéfense principalement. On est un gros fournisseur dans les domaines aérodéfense, plutôt du Rafale. On est fortement positionné sur des pièces de Rafale, donc les nouvelles actuelles vont plutôt dans le bon sens pour mon carnet de commandes. Et puis on a une position aérocivile de 15% à peu près sur notre chiffre d'affaires. Et puis le reste, une trentaine de pourcents dans les domaines de la géophysique. On est les leaders mondiaux dans le capteur infrason et dans les capteurs sismiques pour les surveillances de la planète. Donc, ce qui nous permet de faire de l'export. On a à peu près 20% de notre activité à l'export. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes arrivé à ce type d'activité ? Votre entreprise a déjà quelques années d'existence, plusieurs décennies. Il y a eu des périodes où il a fallu se réadapter aux besoins du marché ? Oui, en fait, l'entreprise a 40 ans. Elle a vécu toutes les périodes il y a des grandes périodes de mutation industrielle qu'on observait dans les années 90, années 2000. La plupart des entreprises, dans les années 90, se sont recentrées autour d'un métier industriel pour devenir performantes. Prolan, elle, est restée assez généraliste. On faisait un peu tout dans la mécanique, ce qui nous a permis... Alors, on a du coup vécu des années fin 90 qui étaient assez difficiles, début 2000 aussi. Par contre, aujourd'hui, on peut se positionner en tant qu'intégrateur mécanicien. Donc, on est spécialisé, en fait, en général dans la mécanique et on propose à nos clients des ensembles complets en mécanique. On va prendre des pièces mécaniques, des pièces de tôlerie, des pièces tournées, des pièces usinées sur des centres d'usinage et on va intégrer des cartes électroniques, le câblage, les logiciels et l'optique. Aujourd'hui, j'ai embauché récemment un ingénieur optique pour être capable de compléter et d'offrir une prestation mécanique la plus complète possible au grand compte. Ça veut dire que pour être pertinent sur un marché, il faut proposer ce que ne peuvent pas faire les autres ou des compétences de haut niveau, c'est ça ? Oui, en fait, j'ai voulu positionner Prolan dans les pièces les plus complexes et les plus techniques, à la fois sur la définition de la pièce. On s'attache à faire des pièces extrêmement ouvragées. On a très peu de concurrence sur le marché français. Et ensuite, des ensembles mécaniques complets pour être capable de venir combler les déficits de compétences techniques qu'on trouve chez les grands comptes. Les grands comptes ont, comme nous, subi les départs des papy-boomers, des gens dans les années 2008 à aujourd'hui, qui ont fait tout le cursus, qui ont démarré comme des ouvriers et qui ont grimpé au niveau de cadre décisionnaire dans les grands comptes. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des interfaces qui sont des acheteurs dans les grands comptes, qui sont des ingés, en fait, mais qui manquent d'une expérience terrain. Et donc, les PME comme la mienne, en fait, viennent combler ces manques d'expérience avec une proposition, cette fois-ci, beaucoup plus complète et beaucoup plus globale, oui. Est-ce que vous êtes confronté à des phénomènes de délocalisation ? Est-ce qu'à certains moments, ces compétences-là sont allées ailleurs ? Et est-ce qu'il y a aujourd'hui des phénomènes de relocalisation ? Est-ce que ces compétences reviennent ici, en France et en Bretagne plus précisément ? Oui, là, vous prêchez un convaincu. Donc, j'ai subi la pression dans les années début des